et on est très heureuse d'accueillir Isabelle Lyon, qui est chirurgien dentiste à l'hôpital de Nantes, qui travaille beaucoup avec nous pour, différents types de pathologies et elle a, gentiment accepté de nous parler des atteintes dentaires éventuelles associées aux tubulopathies. Merci Isabelle. Bonjour à tous et merci, de m'accueillir aujourd'hui. Alors oui, je suis praticien hospitalier, au CHU de Nantes. Ma spécialité, c'est plutôt les enfants et les adultes qui ont des difficultés à accéder, aux soins bucco-dentaires, du fait de leur déficience intellectuelle, de troubles du comportement. Mais dans ce cadre-là et dans mon exercice, j'accueille, parfois, des patients du docteur Rosset. Donc aujourd'hui, on m'a demandé, un petit défi en tant que dentiste, c'est de parler de tubulopathie et dents. Alors je vais faire quelques peut-être rappels ou voilà. Je rappelle une dent, c'est un organe, c'est-à-dire qu'il a une fonction. C'est pas quelque chose qui est à l'extérieur du corps et qui n'a aucune communication avec le reste du corps. C'est un organe et on en a pas mal normalement si on a un petit peu de chance, avec différentes structures. Donc vous voyez l'émail à l'extérieur, la dentine à l'intérieur. Il y a des tissus vivants, à l'intérieur d'une dent avec des vaisseaux et des nerfs et c'est ça qui peut être sensible quand on soigne une dent et que ces vaisseaux à l'intérieur de la dent sont en communication avec le reste du corps. Un dentiste, ça soigne aussi ce qui soutient la dent, c'est-à-dire le support osseux et la gencive. Alors l'os, c'est ma collègue qui va en parler tout à l'heure. La gencive, on n'en parlera pas trop, aujourd'hui parce que finalement elle est pas très affectée, je vais dire. On en reviendra tout à l'heure par, les tubulopathies. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les dents. Alors, je rappelle que tout, ce qui nous intéresse en tant que chirurgien dentiste, c'est les pathologies bucco-dentaires et qu'on est sur des maladies qui sont bactériennes. Donc quand on a une carie, c'est une maladie bactérienne. Quand on a des parodontopathies, c'est une maladie bactérienne. Si on a une périimplantite, si on a un implant, c'est aussi lié à une maladie bactérienne. Et qu'à ce titre, en fait, quand il va y avoir passage de bactéries, ça va passer dans le reste du corps et ça peut affecter, plein d'organes, différents. Petit aparté, sur l'hygiène bucco-dentaire, on ne mouille jamais une brosse à dents avant de mettre son dentifrice, ni après. Parce que ça dilue le dentifrice et vont donc vous diluer les principes actifs. Ce qu'on cherche, c'est pas un shampouinage, hein. Vous pourriez vous brosser avec une brosse à dents à l'eau, c'est là, ce serait l'effet mécanique. Mais ce qu'on recherche à faire pénétrer sur la surface de la dent, c'est les composants du dentifrice. Donc on ne mouille jamais une brosse à dents. Ouais, j'en profite un peu, hein, je suis désolée, mais voilà, ça sera clair pour tout le monde, diffuser la bonne parole, quoi. Parce que voilà, souvent les dentistes, parce que pour nous ça paraît évident, parfois on oublie de le dire au moment des consultations et je rappelle un peu basiquement, c'est est-ce qu'on met de l'eau avec sa crème, quand on la met sur son corps ou son visage? Bah non, hein, parce que ça pénètre pas. Bah là, c'est la même chose en fait, ça ne pénètre pas. Donc plus vous allez mouiller votre brosse à dents, plus votre dentifrice il va mousser, donc plus vous allez le cracher vite au bout de 30 secondes et puis alors là, il y aura plus rien du tout. Donc autant vous dire, autant vous brosser à l'eau, ça sera pareil, hein. Donc voilà. Hem, je continue sur ces bonnes paroles. Alors, on va passer une deuxième diapositive que je voulais respécifier aussi à mes collègues hier, c'est qu'une dent, c'est pas de l'os. L'os, il est en complet remaniement en permanence, c'est-à-dire qu'on s'en fait grignoter, puis on en reforme. C'est grâce à ça que quand on se casse un bras, on peut, heureusement, se réparer, ce qui n'est pas le cas des dents. Les dents temporaires et les dents définitives, elles vont avoir une période de formation et d'ailleurs les dents temporaires, la formation commence à l'intérieur du ventre de la maman, donc intra-utéro et une fois que la formation de cette dent est finie, elle est finie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reconstruire une dent, ça serait génial, mais quand on se pète une dent, il n'y a pas une nouvelle dent qui va apparaître. Peut-être un jour, hein, la recherche fera, voilà, ils ont fait pousser des dents aux poules, donc on peut peut-être espérer qu'un jour une histoire des Japonais aussi en ce moment qui sont en train de faire repousser des dents et tout ça. Alors on y arriverait peut-être, mais pour l'instant ça marche pas très bien. Puis on n'est pas des poules et puis on n'est pas des requins non plus, ni des rats, ni des voilà. Donc il faut savoir que
sur la formation de la dent quand il va y avoir un problème. Alors ça peut être une tubulopathie, ça peut être plein de choses. Si ce désordre arrive pendant la formation de la dent, bah, forcément ça peut affecter la formation de la dent. Mais si ce désordre, par exemple une tubulopathie, arrive après la formation des dents, temporaire et définitive, ça n'aura pas d'impact sur la dent. C'est-à-dire ce qui va vous arriver après, c'est lié à d'autres phénomènes, mais ce n'est pas lié au désordre engendré par la tubulopathie. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Je vois des gens qui froncent les sourcils. Non? C'est bon? Vous me poserez des questions après si vous voulez. Voilà. Alors là, j'ai mis une petite diapo juste pour dire qu'en fait, il peut se passer tout et n'importe quoi sur une dent. On peut avoir des anomalies de forme, des anomalies de structure, pas d'émail, peu d'émail, pas de dentine, on peut avoir une anomalie de nombre, on peut avoir pas de dent du tout, enfin, tout peut se passer sur la formation de la dent. Et voilà, donc là, c'est une belle classification de tout ce qui peut se passer, dans notre bouche avec ces organes. Alors là, le creusage de méninges a commencé à travailler avec, le docteur Rousset parce que je me suis dit: «Mince, il faut pas que j'aborde le principe par le côté dentaire», puisqu'aujourd'hui on est là pour les tubulopathies, mais par le côté tubulopathie. Or, vous voyez tout à l'heure sur la diapo, nous on est en tant que dentiste, on voit un patient, on se dit: «Alors, là il manque des dents, là les dents sont anormales, nanana» et nous on va faire notre classification par les dents et en tant que dentiste. Alors que là, ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir vous, en tant que patient éventuellement ou aidant, de patients porteurs de tubulopathie, c'est dans quelle case moi je vais rentrer et qu'est-ce que je vais en faire derrière? Alors, j'ai sorti cette, classification grâce à toi, hein. Franchement, faudra qu'on en fasse un truc. Voilà. Alors, j'en ai trouvé 4 et puis après peut-être que ça va évoluer, au fur et à mesure de nos échanges et de nos travaux. On a d'abord les tubulopathies, donc d'origine génétique et dont la génétique, donc le phénotype, hein, j'ai mis, va avoir une expression bucco-dentaire. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la perte de calcium, de magnésium, de tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que le gène qui est impliqué va foutre le bazar sur la formation de la dent. Et alors, quoi qu'il se passe, là, que ce soit corrigé, pas corrigé ou quoi que ce soit, on va avoir un impact sur les dents. On y reviendra tout à l'heure. Après donc j'ai les tubulopathies, toujours d'origine génétique et dont l'impact systémique, comme ma collègue disait tout à l'heure, les pertes, de différents, calcium, magnésium, tout ça, vont avoir des conséquences bucco-dentaires et impacter la formation de la dent. On a aussi les tubulopathies qui vont être acquises et là, vous avez compris avec mes diapos précédentes qu'elles vont avoir un impact que si elles sont effectives au moment de la formation de la dent. Donc si votre tubulopathie est acquise, à 40 ans, en tous les cas sur la dent, je dirais à peu près, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, ça n'aura pas d'impact sur la structure de la dent. Mais on arrive sur la dernière case, pas d'impact mais, c'est-à-dire que le parcours de vie, de soins, la qualité de vie des patients qui sont porteurs de tubulopathie, tout à l'heure on parlait de fatigue. Bah, quand on est fatigué, tout devient difficile. Donc, aller chez son dentiste, brosser ses dents, il y a plein de choses qui vont être compliquées à réaliser. Donc finalement, indirectement, ça peut avoir un impact. Alors, on va re-rentrer un petit peu, dans les détails. Quand je parlais tout à l'heure d'effets, on va dire de la génétique sur la formation des dents, nous, on a des grandes, cases qui sont les amélogénèses imparfaites et les dysplasies dentinaires. Donc là, on a quand même un impact fort, sur la dentition et dans ces cas-là, on conseille plutôt tout de suite de se diriger vers un centre de compétences et de référence. J'y suis à 10 minutes déjà? Ah merde! Pardon, excusez-moi les gros mots. Il y a pas d'enfant, j'espère? Ah voilà. Bon, alors, on va faire vite et du coup, voilà. Parce que là, c'est des cas compliqués et il faut pas hésiter à avoir, recours à un centre de référence ou de compétences. C'est des gens, comme, co les gens qui se réunissent en RCP, qui sont plutôt des experts d'experts, qui en plus ont l'habitude de se concerter: «Tu as vu ça, tu as fait ça», quoi que ce soit, qui ont l'habitude de travailler avec les orthodontistes, avec les chirurgiens oraux, avec voilà, pour arriver à gérer des cas qui, comme vous le voyez sur la photo, peuvent être hyper compliqués.
Après, j'ai mis une autre case, donc pour dire que quand il y a un effet systémique, il peut y avoir un effet au départ sur la formation des dents, surtout la formation des dents temporaires et puis, très peu d'impact sur les dents permanentes puisque finalement une fois qu'on est compensé, tout va tout de suite mieux. Alors normalement, on pourrait avoir un recours de droit commun, mais il ne faut pas hésiter à interroger son dentiste. Est-ce que vous connaissez la pathologie? Est-ce que vous connaissez ses conséquences? Est-ce que, vous vous sentez à l'aise pour traiter, mon fils ou moi-même ou voilà et si le dentiste, se dit: «Oh, moi je suis pas très à l'aise, je vais vous adresser», on peut toujours avoir recours à un centre de compétences ou de référence. J'ai mis ce qu'il fallait faire pour les hypophosphatémies liées à l'X. Hem, j'ai mis une photo de digue, on en parlait hier. Je vais juste en parler 2 secondes. Les saignements de sillon sont conseillés et d'ailleurs sont conseillés parfois quand les sillons sont très anfractueux sur, les dents des enfants. Mais attention, parce que quand on met cette petite résine qui va combler les sillons des dents, si ces saignements de sillons ne sont pas faits sous digue, donc c'est le petit truc vert que vous voyez, c'est notre champ opératoire de dentiste. En fait, la salive qui va être présente dans la bouche, qui est pas isolée parce qu'il y a pas la digue, va s'enfermer sous le soin et du coup, on va enfermer des bactéries sous le soin. Donc finalement, le soin qui devait être, bénéfique devient, négatif. Donc attention, oui, c'est mon sillon, mais en fait, si l'enfant ou l'adulte ne supporte pas la digue, bah, peut-être mieux rester sur la fluoration, c'est tout aussi efficace. Sur les tubulopathies acquises, vous avez compris que si ça ne tombe pas pendant la formation de la dent, ça n'aura pas d'impact. Et puis après, on parlait du parcours de soins, de la vie des patients. Alors, hier, moi aussi, j'ai appris plein de choses, hein. C'est sûr que quand on a, des repas fractionnés, un apport nutritionnel la nuit où il y a moins de salive, forcément, il y a un risque carieux qui augmente. Quand on est fatigué, qu'on en a marre d'aller à tous ces rendez-vous, qu'on ne prend pas ses rendez-vous régulièrement chez le dentiste, bon, bah, là aussi, on a des risques qui augmentent. Voilà, on a aussi des pathologies où, il y a des troubles sensoriels qui sont là avec des déficiences intellectuelles et plein d'autres choses derrière. Donc finalement, tout ça, ça a un impact sur l'état de santé bucco-dentaire. Et j'en suis aux questions. Merci beaucoup Isabelle. On fera peut-être les questions, après. Lucile va rapidement, parler aussi des atteintes, osseuses dans les tubulopathies et puis on fera les questions communes après. Mmh. Heu, ah, juste, j'essaie d'avoir la même chose, ici et là, mais visiblement non. Ah, ouais, voilà, OK. Donc je suis pas rhumatologue, comme vous l'avez vu, notre référent, c'est le docteur Pascal Guillot qui pouvait pas être là aujourd'hui, mais pour être imbibé de phosphocalcique, j'espère que vous me pardonnerez de vous parler de d'os aujourd'hui. C'est quand même, d d une petite chose qui m'intéresse aussi. Donc, on a parlé des fuites d'ions et le calcium, le magnésium, le phosphate, le bicarbonate, on en a dans notre os et quand ça fuit tout le temps, bah, effectivement, on peut aller appauvrir l'os qui est, du coup, votre stock de calcium, phosphate, magnésium en particulier. Pour info, on a 1 kilo de calcium dans l'os et le magnésium, il est beaucoup dans l'os. Alors, il y en a très peu, on a 3 cubes de sucre de magnésium. En gros, en quantité, on a 25 grammes seulement de magnésium, mais il est surtout, dans l'os. On en a finalement très peu dans la prise de sang. Donc, on avait parlé du coup, de ce petit schéma. Donc encore une fois, désolée messieurs, mesdames, avec syndrome de Gitelman, vous êtes assez tranquilles et vous pouvez fermer vos oreilles. Vous n'avez pas d'hypercalciurie et donc a priori, l'os va bien dans le Gitelman, donc on n'en parlera pas. Dans le diabète insipide, a priori, pas trop non plus, mais vous voyez qu'il y a encore beaucoup de pathologies qui sont sur cette figure, notamment toutes celles où il y a une fuite de calcium. Donc qu'est-ce qui peut abîmer les os dans les tubulopathies? Bah, soit il y a des fuites, calcium phosphate, soit il y a un excès de composés dans, par exemple, le rachitisme, le fait d'avoir peut-être trop de FG23 peut peut-être impacter aussi. Quand on a une acidose chronique sur la prise de sang des bicarbonates bas, on va aller, chercher des bicarbonates et donc on enlève du calcium de l'os. Et puis parfois, bah, il y a une insuffisance rénale chronique et on sait que ça donne une hyperparathyrédie et ça impacte aussi l'os. Et puis, on a, l'expression, du gène parfois dans l'os, c'est assez mal décrit donc j'entrerai pas dans le détail, mais il y a sûrement des gènes qui sont dans les reins, qui sont aussi dans l'os et qui pourraient aussi donner des atteintes osseuses spécifiques. Et j'aurais peut-être pu rajouter sur cette diapo aussi que les consignes alimentaires,
les mauvaises consignes, par exemple de dire: «J'ai une fuite de calcium, je mange aucun calcium», bah, c'est aussi très délétère, hein, sur le risque osseux et il faut absolument pas faire. Alors si c'est une tubulopathie génétique, ben, on a ça avec une fuite d'ion ou voilà une atteinte depuis toujours. Il faut savoir que le pic de masse osseuse, en gros, c'est vers, 20-25 ans, en gros, chez les hommes et chez les femmes et donc c'est vraiment déjà très important chez les enfants atteints de tubulopathie qu'ils essaient d'avoir le meilleur pic de masse osseuse possible, donc d'avoir des apports calciques, et une supplémentation en vitamine D qui sont suffisants et après vous voyez que, bah, dès l'âge de 25 ans, ah, ça va du coup, diminuer et on a un risque du coup, notamment de fracture si on a un os, fragile. Il y a plein de types d'atteintes osseuses, mais globalement, dans les tubulopathies, on a soit l'ostéoporose, soit le rachitisme ou l'ostéomalacie. L'ostéoporose, c'est vraiment que l'os qui est constitué d'hydroxyapatite, c'est du phosphate de calcium, c'est appauvri. Donc, l'os, en gros, il y a plein d'espaces là où devrait y avoir des colonnes assez solides. Parfois, l'insuffisance rénale va rajouter ça. Il faut savoir, c'est une question assez fréquente de consultation, l'ostéoporose, ça fait pas mal. Donc, vous n'avez aucun moyen de savoir si vous avez une ostéoporose spontanément, ça ne fait pas mal et vous le savez que si on fait l'examen dont on va parler après, soit si vous vous cassez un os en tombant ou une chute de faible impact. Et donc le rachitisme, c'est plutôt sur la fuite de phosphate. Il peut y avoir des douleurs, des déformations et puis également un os fragile. Alors comment évaluer les os? Un petit quiz rapide en 1 minute. Est-ce que, vous pouvez, pour savoir comment vos os, faire une prise de sang, attendre de voir si on a mal, grimper sur une chaise, ne dites pas la 3 s'il vous plaît. Archi contre-indiqué, message de prévention qui passera en dessous de la vidéo peut-être. Je fais une radio des os, je fais une densitométrie osseuse ou je préfère pas savoir? Alors, la 5, non pas la 3, non. La 5, c'est tout? La 5, la 4. Alors du coup la 4, comme on n'en parle pas trop, les radios c'est pas très bien. On peut des fois voir que l'os il a l'air déminéralisé sur une radio, mais c'est pas ça qui va vraiment donner les infos, quoi. Ouais, la 1, effectivement, donc c'est vraiment 1 et 5. Sur la prise de sang, on a des marqueurs osseux, il y en a plein, je les ai même pas tous mis, mais globalement, s'ils sont élevés, bah, ça veut dire que l'os fait soit de la résorption, soit de la formation. Je vais vraiment passer dans le détail. Sachez que ça peut être intéressant de les suivre si vous avez une ostéoporose ou une fuite de calcium pour voir si justement, bah, l'os est en train de relarguer du calcium et donc ça va aggraver les choses sur les années à venir. Et sachez que il faut qu'ils soient faits à jeun avant 9 heures, puisque du coup, la valeur varie dans la journée, donc ça sert à rien de les faire à 15 heures l'après-midi, on va croire que tout va bien alors que pas du tout. Donc à jeun avant 9 heures, c'est ce que je mets en tout cas moi sur les ordonnances. Un marqueur biologique intéressant aussi, c'est la calciurie à jeun. On la rapporte à la créatinine parce que le calcium qu'on a dans les urines quand on n'a pas mangé, bah, ça vient pas de ce qu'on a mangé, ça vient de ce qui est fui par le rein. Et comme ça fuit au niveau des reins, bah, ça sort des os. Donc finalement, c'est un peu le même marqueur. Et donc, on aime bien aussi vérifier ça pour voir si effectivement il y a une hyperrésorption osseuse, c'est-à-dire si les os ont tendance à relarguer du calcium. Alors la densitométrie osseuse, beaucoup d'entre vous connaissent, c'est un genre de radio, du rachis, donc c'est-à-dire de la colonne vertébrale, du col fémoral, donc au niveau de la hanche, et puis on peut rajouter le poignet. Ça évalue vraiment la masse osseuse, hein, le composant minéral, et on a en gros des abacs pour savoir si en gros il y a un risque ou pas de fracture. Ça reste un risque. Il y a des patients qui ont une ostéoporose sévère, mais qui ne tomberont jamais et qui ne se feront jamais de fracture. Et à l'inverse, il y en a qui ont juste un os un peu fragile et qui pouf, bah ça casse. Donc c'est vraiment juste un risque. C'est vraiment important de savoir que ça doit être suivi sur la même machine puisque c'est une mesure, vraiment qui peut varier en fonction de la calibration de la machine, ce qui est pas vrai pour un scanner ou une échographie ou une prise de sang qui peut être fait un peu partout. Là, vraiment, il faut faire sur la même machine. Donc comme vous allez la refaire dans la suite, essayez vraiment de commencer votre examen à un endroit où vous pourrez retourner facilement parce que vraiment pour que ce soit comparable, il faudra faire au même endroit. Les résultats, ça ressemble à ça. Vous avez en vert quand tout va bien, en jaune quand l'os pardon, vous voyez pas le pointeur, je l'ai pas mis, hop. En vert quand tout va bien, en jaune quand l'os est fragile et en rouge l'ostéoporose et donc ça donne toute une colonne de chiffres en T-score et en Z-score. Sachez que chez l'enfant, c'est le Z-score mais avec des courbes de référence liées à l'âge donc c'est voilà, ça dépend des possibilités locales, vaut mieux le faire dans un centre de référence qui a l'habitude et pas trop en ville, enfin à mon sens. Et puis chez l'adulte, on regarde le T-score et en gros le T-score, le 0 c'est quand, on a un os, parfait par rapport à la population de 20 ans et quand on est à -1, -2, -2,5, ça veut dire qu'en gros on a beaucoup moins d'os et donc le -2,5 c'est l'ostéoporose et donc quand on est à -4, bah, c'est vraiment l'os est fragile, il va vraiment falloir mettre un traitement. Alors ensuite la densitométrie osseuse, est-ce que vous le faites tous les 3 mois, 6 mois, en 2, 3, 5, 10, une seule fois? Alors, on a à peu près toutes les réponses et c'est exactement ce que je voulais entendre. L'os, c'est vraiment un procédé très, très lent.
D'accord, c'est un peu comme la dégradation éventuelle de la fonction rénale, c'est vraiment, ça prend du temps de refaire de l'os en permanence, donc tous les 3 mois, tous les 6 mois, aucun intérêt, ça n'aura pas le temps de bouger. Tous les ans, on peut des fois le faire vraiment quand on veut tester, l'efficacité d'un traitement, des choses comme ça, mais ça reste un peu anecdotique, mais en gros, c'est entre 2 et 5 ans, sachant est-ce qu'on veut changer votre traitement? Est-ce qu'on veut l'évaluer? Est-ce que l'ostéoporose était sévère et cetera? Mais en gros, ça peut être aussi tous les 10 ans. Et si à, alors je vais dire un chiffre un peu au hasard, mais si à 50 ans, vous avez un os parfaitement normal, bah, il y a pas de raison d'aller vérifier, 5 ans après parce que, voilà, à 50 ans, s'il est normal, vous aurez pas de souci. Si par contre à 20 ans, il est normal et que vous avez une fuite de calcium, bah, je vais sûrement le refaire 10 ans après pour vérifier si c'est toujours normal. D'accord? Alors, si vous avez une ostéoporose ou une ostéopénie, un os fragile, que faire? Et ben déjà se bouger. Se bouger, les activités en charge, c'est-à-dire où on appuie sur les os, parce qu'en fait, on a des cellules dans l'os qui s'appellent des ostéocytes, qui sont des cellules avec des grands prolongements assez longs. Et en fait, elles vont, je simplifie, mais elles vont sentir les vibrations. Et en fait, quand on les fait vibrer, elles sentent qu'il faut refaire de l'os parce qu'on appuie sur les os. Donc, la piscine, c'est bien, mais effectivement, c'est pas parfait pour l'os. Mais rien que la marche, la course, même le vélo, parce que ça fait des impacts, ça va vraiment refaire de l'os. Ne pas fumer, c'est déjà une cause d'ostéoporose, hein, ça altère l'os. Le tabac l'alcool pareil, bien consommer des produits laitiers, des apports calciques 1 200 milligrammes, donc à voir en fonction, bah, de l'âge, de votre statut, et cetera. Et avoir une vitamine D normale. Une vitamine D normale, c'est pas facile. Alors c'est pas facile à Nantes, mais c'est pas facile, en Europe, vous voyez ces chiffres, la normale, c'est 30 à 60 et vous voyez en gros les dosages moyens, vous voyez qu'il y a pas vraiment d'endroit dans le monde où on arrive à avoir une bonne, vitamine D et quand on regarde 95 des gens, vous voyez qu'en gros, il y a quand même pas beaucoup de gens qui sont bien dosés. Pourquoi? Bah, parce que déjà, il y a pas beaucoup de soleil à nos latitudes, parce que parfois quand on a la peau noire, on arrive moins à absorber effectivement aussi et à faire de la vitamine D, puis parce qu'en gros, bah, si on est juste la tête et les mains dehors, bah, ça fait pas beaucoup de peau non plus pour faire de la vitamine D. Donc en gros, on est tous carencés, et donc quand on a un risque osseux, c'est vraiment l'indication à prendre de la vitamine D. Et donc, il y a des recommandations qui ont été faites, notamment chez les patients adultes sur le site du Griot et des recommandations à l'Institut de pédiatrie qui sont sorties en 2022. Un petit mot par rapport à ça, et c'est mon avant-dernière diapo, donc on est bon. C'est qu'il faut vraiment essayer de prendre celle qui est prescrite, qui est en pharmacie. Il y a beaucoup d'informations sur la vitamine D naturelle qu'on trouve dans les compléments alimentaires en ligne, et cetera. Elles ne sont pas validées. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, déjà, alors elles sont payantes, voilà. Mais en fait, il y a des cas de surdosage, hein, c'est-à-dire qu'elles sont pas suivies les circuits du médicament et si vous faites 100 gouttes avec la même chose, bah, vous aurez pas la même quantité de vitamine D. Alors que si vous faites 100 gouttes de votre vitamine D achetée en pharmacie, là, il y aura toujours la même quantité dans chacune des gouttes. Donc il y a eu des cas d'hypercalcémie chez l'enfant et donc clairement, quand on voit des surdosages, il y a juste à demander, bah, vous l'avez acheté en ligne, vous l'avez acheté en parapharmacie? Et la réponse est toujours oui. D'accord? Donc vraiment, voilà, faut pas s'inquiéter des vitamines D de pharmacie. Et l'autre information importante, c'est que c'est une vitamine qui aime le gras, qui est lipophile. C'est-à-dire que si vous la prenez dans un verre d'eau, bah, elle reste dans le verre d'eau, collée, aux parois ou collée dans l'eau et vous l'absorberez beaucoup moins bien. Donc soit vous la prenez comme ça directement, soit vous la mettez en même temps d'un repas gras ou dans un yaourt, mais vraiment c'est une vitamine qui aime le gras, donc pour être bien absorbée, surtout pas dans le verre d'eau. Donc c'était en 2 mots les atteintes osseuses, donc beaucoup de patients avec tubulopathie qui sont concernés. Il faut vraiment avoir des apports en calcium suffisants, un capital en vitamine D normal pour toute la vie s'il y a un risque osseux et donc on surveillera le dosage de vitamine D toute la vie. Densitométrie osseuse avec un suivi sur la même machine pour comparer, bien prendre en compte les autres facteurs de risque éventuels et puis donc traiter, si nécessaire, l'ostéoporose. Merci beaucoup Lucille. Est-ce que vous avez des questions pour Lucille ou Isabelle sur, les atteintes osseuses ou dentaires? Oui. Bonjour, je voulais savoir, pour les os, quand c'est un enfant qui est atteint du syndrome de Dent, est-ce que le fait qu'il se casse facilement les os, ça peut être, un signe ou pas? Un signe d'atteinte osseuse? Oui. En fait, il faut vraiment voir quel est le type de fracture et quel est l'os cassé. C'est-à-dire que, par exemple, moi, si je me casse un orteil, même si j'ai juste fait tac, c'est pas une fracture ostéoporotique parce que l'orteil, il y a pas de problème d'ostéoporose. Donc en gros, c'est plutôt les os longs, la colonne vertébrale, le col du fémur, mais déjà le type ou les côtes. Voilà, le type d'os nous dit fracture ostéoporotique ou pas et après ça nous dit, effectivement aussi, le mécanisme. Est-ce que c'est juste une pitchounette ou est-ce que, bah, c'est un accident de vélo où il a, roulé et cetera? Donc c'est ça et de toute façon, au moindre doute, il faut faire la densitométrie osseuse et là, il faut bien le faire en fonction de l'âge avec, voilà, quelqu'un qui sait faire et des courbes qui sont adaptées. D'accord, Mais le seul moyen d'être sûr, c'est de faire l'examen des os. et concernant les dents, j'ai parce qu'il y a des choses que je n'ai pas comprises, par exemple, le syndrome de Dent.
il l'a, dès qu'il est né, il avait même intra-utérin. Est-ce que pour le coup, ça impacte ses dents ou pas, vu que c'était intra-utérin? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on a des vides, en fait, au niveau, littérature. Tout à l'heure, on parlait des expressions phénotypiques, qui sont, différentes en fonction des patients. Là, ce qui est difficile, c'est qu'on a des syndromes, génétiques où, on n'est pas sûr et ça a été la discussion avec mes collègues depuis plusieurs semaines, où est-ce que c'est l'expression génétique qui va provoquer une anomalie dentaire? Ou est-ce que c'est, le déficit systémique qui va, créer entre guillemets «une anomalie» dans la formation de la dent? Voilà, donc il y a des réponses autant par exemple, sur certains syndromes, on sait très bien qu'il y a une amélogénèse imparfaite, d'associés et tout ça, il y a des choses qui sont bien identifiées et d'autres pas et c'est ce que je voulais vous dire, c'est que, il y a 2 cases dans l'anomalie génétique, c'est-à-dire le déficit, phénotypique en fait qui va s'exprimer et puis, le fait qu'il y ait un défaut systémique qui va impacter, la formation de la dent. Mais les 2 peuvent être liés, les 2 enfin, voilà. Là, il y a des choses en termes d'expression, on peut cumuler aussi. On peut avoir des formes, plus frustres. En fait, chaque patient va être un petit peu différent. Mais il y a ces 2 formats-là. Bah, c'est se rappeler qu'il y a des choses qui sont acquises, mais dans l'expression génétique et puis il y a des choses, c'est l'impact systémique, de finalement la tubulopathie qui va provoquer une anomalie dans la formation de la dent. OK. Merci. Peut-être rajouter un petit truc juste par rapport à ça. Effectivement, même pour le diabète phosphaté, on connaît bien et il y a des études qui disent que c'est aussi dans l'os, d'autres non et en fait, comme c'est sur des cultures de cellules, on peut pas être certain donc il y a vraiment encore des choses où on n'a pas la réponse, ouais. Sur le sujet des dents, effectivement, est-ce que vous avez un retour d'expérience sur une prise en charge via ALD? Parce qu'en l'occurrence, moi j'ai essayé et je me «bats» entre guillemets avec, la CPAM depuis quelque temps Alors oui, et c'est pas le cas. nous aussi on se bat, on en discutait hier. Voilà, c'est tout dépend, il y a des choses qui sont plus ou moins faciles. Par exemple, si vous avez une amélogénèse imparfaite qui est liée à donc à quelque chose de génétique, les prises en charge sont plutôt, je dis pas qu'on se bat pas, mais c'est plutôt simple. Par contre, s'il y a un impact, genre une fatigabilité et finalement un impact sur la santé bucco-dentaire, hem, je ne cautionne pas le mot, mais la sécurité sociale va se dire plutôt: «Bah, écoutez, c'est une forme de négligence, on va pas vous prendre en charge tous vos soins qui vont découler de ces difficultés, de votre vie quotidienne». Donc, là encore, il y a des gradations. Là encore, c'est très CPAM dépendant, ça c'est fou quand même, hein. Même dans notre métier hors, tubulopathie, hors problème en général, c'est-à-dire qu'un dentiste peut faire des choses, dans le sud de la France qu'il n'a pas le droit de faire dans le nord de la France. Donc c'est des combats et des combats qui sont pas faciles à gagner parce que vous avez beau apporter les preuves, tout ça, mais en fait, c'est finalement, c'est très humain dépendant. Le poste est pris par une autre personne, tout d'un coup, la chose va s'ouvrir. Non mais on en est là, ouais. Faut savoir qu'on est du même côté, hein, nous, je pense que dans nos métiers, on n'a qu'un seul fondement, c'est que nos patients soient mieux pris en charge, donc on essaye de se battre avec vous, mais parfois c'est enfin, je veux dire, c'est incompréhensible. Et il y avait une dernière question sur le chat sur à partir de quel âge peut-on faire une ostéodensitométrie? Oui, et c'est à partir de 5 ans. Entre 5 et 10-12 ans, c'est un peu compliqué parce qu'il faut vraiment le comparer à des courbes de référence qui sont, moins fréquentes et que tous les radiologues n'ont pas. Donc il vaut mieux le faire dans un centre de référence et chez les ouais, je crois que c'est ce micro-là qui, chez les patients un peu plus grands, les adolescents, ça peut être fait, dans des cabinets à l'extérieur. Voilà. Mais avant 5 ans, il y a pas d'indication. Enfin, il y a pas de référence en tout cas. Merci beaucoup.